Et si la femme qui t'offre l'opportunité de ta vie était celle-là même qui a détruit ta famille il y a des années, reste avec nous jusqu'à la fin, car la vérité derrière son obsession te laissera sans voix. L'hôtel du Céleste bourdonnait de son élégance habituelle de l'après-midi, les lustres en cristal projetant des ombres dansantes sur les sols en marbre italien. Emma Moreau était assise tranquillement dans un coin du hall somptueux, ses petites jambes pendantes depuis un fauteuil en velours surdimensionné, tandis qu'elle regardait son père, David, polir méthodiquement les accessoires en laiton avec une précision experte. À 7 ans, elle avait une capacité inhabituelle à lire dans les pensées des gens, qu'elle-même ne comprenait pas encore tout à fait. David Moreau travaillait comme responsable de l'entretien au l'Hôtel du Céleste depuis 3 ans, depuis que la mère d'Emma les avait quittés sans explication par une froide matinée de décembre. À 34 ans, ses mains burinées racontaient l'histoire d'innombrables nuits passées à s'assurer que chaque surface de cet établissement 5 étoiles brillait pour des clients qui ne connaîtraient jamais son nom. Ses cheveux bruns, légèrement grisonnants aux tempes, capturaient la lumière de l'après-midi tandis qu'il travaillait avec la dignité tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. L'ascenseur sonna doucement et l'attention d'Emma se déplaça immédiatement. Elle avait un instinct auquel son père avait appris à se fier, même s'il n'en avait jamais compris l'origine. Ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère, se fixèrent intensément sur les portes qui s'ouvraient. Victoria Delacroix sortit comme si elle était la propriétaire non seulement de l'hôtel, mais aussi de tout le quartier. À 27 ans, elle attirait l'attention sans effort. Ses cheveux auburn parfaitement coiffés, son tailleur Armani bleu marine taillé à la perfection, ses boucles d'oreilles en diamant capturaient la lumière tandis qu'elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui vaut 50 millions de dollars avant le petit déjeuner. Ses talons cliquetaient sur le marbre avec autorité, chaque pas étant calculé et déterminé. Emma le sentit immédiatement, quelque chose de froid et de calculateur sous l'apparence magnifique de cette femme. Alors que d'autres enfants auraient pu être éblouis par le glamour, Emma voyait plus loin. Elle glissa de sa chaise et s'approcha de son père, tirant de sa petite main sur son uniforme de travail. « Papa » murmura-t-elle d'un ton pressant, sa voix à peine audible au-dessus de la douce musique classique qui jouait dans le hall. David baissa les yeux vers sa fille, remarquant l'expression sérieuse qui était devenue de plus en plus fréquente ces derniers mois. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Victoria s'était arrêtée au bureau du concierge, sa voix mélodieuse résonnant dans tout l'espace tandis qu'elle parlait avec un charme étudié au personnel. Mais Emma remarqua que ses yeux ne cessaient de se poser sur David, l'observant avec une intensité qui donnait la chair de poule à l'enfant. « Elle te regarde », dit Emma doucement, ses petits doigts agrippant la manche de son père plus fort. David jeta un coup d'œil et croisa le regard de Victoria. La femme sourit, un sourire éblouissant qui aurait fait fondre la plupart des hommes, mais Emma se plaça protectrice devant son père, sa silhouette de 7 ans petite, mais déterminée. « Bonjour », dit Victoria en s'approchant d'eux avec une grâce fluide. « Je m'appelle Victoria Delacroix. Je séjourne ici depuis 1 semaine et je dois dire que le souci du détail est extraordinaire. » David se redressa. La courtoisie professionnelle prit le dessus malgré le malaise évident de sa fille. « Merci madame, je m'appelle David Moreau, je suis responsable de la maintenance. Nous sommes fiers de respecter les normes les plus strictes. » Le sourire de Victoria s'élargit, mais Emma remarqua qu'il n'atteignait jamais ses yeux. « Appelez-moi Victoria, et voici sans doute votre fille. Elle est absolument magnifique. » Emma ne répondit pas au compliment, se rapprochant encore plus de son père. Quelque chose chez cette femme déclencha tous ses instincts protecteurs, même si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Elle est d'habitude plus sociable. David s'excusa, posant doucement sa main sur l'épaule d'Emma. « Emma, peux-tu dire bonjour à mademoiselle Delacroix ?» L'enfant regarda Victoria droit dans les yeux, son regard vert fixe et sans ciller. À ce moment-là, Victoria ressentit un frisson qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, comme si cette petite personne pouvait voir à travers les façades soigneusement construites pour découvrir la vérité qui se cachait derrière. « Bonjour », dit finalement Emma, d'une voix polie mais distante. Victoria s'agenouilla à la hauteur d'Emma, un geste qui aurait semblé sincère à n'importe quel observateur. « Quelle jolie robe, Emma. Le rose te va à ravir. » Mais Emma recula, cherchant la sécurité auprès de son père. Elle avait appris à se fier à son instinct, même lorsqu'elle ne pouvait l'expliquer, et tout son instinct lui criait que cette femme était dangereuse. « Je me demandais, » continua Victoria en restant gracieusement debout, « si tu serais disponible pour une consultation privée demain soir. J'envisage d'acheter cet hôtel et j'aimerais avoir ton avis professionnel sur les systèmes d'entretien et l'efficacité opérationnelle, dit-elle. David cligna des yeux, surpris. « Vous êtes intéressé par l'achat de l'Hôtel du Céleste, entre autres propriétés, » répondit Victoria avec désinvolture, comme si elle discutait de la météo plutôt que d'une acquisition de 100 millions de dollars. « Je suis toujours à la recherche d'établissements bien gérés. »
Nous pourrions peut-être en discuter autour d'un dîner. Je connais un excellent restaurant à proximité. Emma tira plus fort sur la manche de son père, son jeune cœur battant à tout rompre d'une peur inexplicable. Elle le regarda avec des yeux suppliants, le priant silencieusement de décliner l'invitation. David hésita, déchiré entre l'opportunité professionnelle et la détresse évidente de sa fille. « J'apprécie l'offre, mais le soir, je passe du temps avec Emma. Nous pourrions peut-être organiser quelque chose pendant les heures de bureau. » Le sourire de Victoria resta parfait, mais Emma perçut l'irritation qui traversa son visage pendant une fraction de seconde. Bien sûr, la famille passe avant tout. J'admire cette qualité chez un homme. Elle fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit une carte de visite, ses doigts effleurant brièvement ceux de David lorsqu'elle la lui tendit. « Réfléchissez-y. Je pense que vous trouverez cette opportunité très enrichissante. » Alors que Victoria s'éloignait, ses talons claquaient sur le marbre avec une détermination renouvelée. Emma prononça enfin les mots qui brûlaient dans sa gorge. « Ne lui fais pas confiance, papa, » dit-elle avec insistance, levant les yeux vers son père avec une sagesse qui dépassait largement ses 7 ans. « Elle va nous faire du mal. » David regarda sa fille, puis l'élégante carte de visite qu'il tenait dans sa main. Victoria Delacroix, PDG, Delacroix Enterprises. Le gaufrage doré reflétait la lumière, promettant des opportunités qu'il n'avait jamais osé imaginer. Mais les mots d'Emma résonnaient dans son esprit alors qu'il regardait Victoria disparaître dans l'ascenseur. Son dernier regard dans leur direction était si intense qu'il se demanda ce qu'elle attendait vraiment d'un agent d'entretien dans le hall d'un hôtel. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un léger murmure, laissant le père et la fille seuls dans le hall soudainement silencieux, sans se rendre compte que leur vie venait d'être mise sur la voie d'une collision avec le destin. Partagez vos impressions dans les commentaires. Pensez-vous que l'intuition d'Emma au sujet de Victoria est juste? Ce soir-là, David était assis à la petite table de la cuisine de leur modeste appartement de 2 chambres, à 6 pâtés de maison de l'Hôtel du Céleste, tournant la carte de visite de Victoria entre ses doigts ridés. Le contraste entre le luxueux gaufrage doré et son environnement simple ne lui échappait pas. Emma était dans le salon, en train de faire ses devoirs de CE1 avec la détermination concentrée qui avait toujours impressionné ses professeurs. Leur appartement était propre mais modeste. Des meubles d'occasion que David avait soigneusement restaurés. Des photos d'une époque plus heureuse, lorsque la mère d'Emma, Maria, faisait encore partie de leur vie, et les dessins d'Emma recouvraient le réfrigérateur comme des pansements colorés sur de vieilles blessures. La fenêtre de la cuisine donnait sur une petite cour où jouaient des enfants, leur rire flottant à travers la vitre. « Papa, tu peux m'aider avec ce problème de maths ?» demanda Emma depuis le salon, sa voix ayant ce ton particulier que les enfants utilisent lorsqu'ils sont frustrés mais essaient d'être patients. David posa sa carte de visite et rejoignit sa fille sur le canapé usé. Emma avait ouvert son cahier de maths, sa petite main serrant un crayon tandis qu'elle fixait un problème de partage de biscuits. Mais David remarqua qu'elle ne voyait pas vraiment les chiffres. Son esprit semblait ailleurs. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» demanda-t-il doucement en s'installant à côté d'elle et en la serrant contre lui. Emma se blottit contre son père, cherchant du réconfort dans sa présence rassurante. Cette dame, aujourd'hui, il y avait quelque chose qui clochait dans son sourire. David avait appris à prêter attention lorsque Emma faisait ce genre d'observation. Au fil des ans, elle avait démontré une capacité étonnante à sentir quand les gens n'étaient pas sincères. Elle l'avait prévenu au sujet de leur ancien propriétaire quelques semaines avant que celui-ci n'essaie de les expulser illégalement. Elle avait refusé de jouer avec un enfant du voisinage qui s'était avéré plus tard voler les autres familles. Son instinct se trompait rarement. « Que veux-tu dire ?» demanda David, posant son cahier de travail pour lui accorder toute son attention. Emma avait du mal à trouver les mots pour exprimer les sentiments qui se développaient encore dans son jeune esprit. Quand les gens sourient sincèrement, ça se voit aussi dans leurs yeux. Ce n'était pas son cas, et elle n'arrêtait pas de te regarder comme si elle essayait de comprendre quelque chose. David réfléchit à cela, se souvenant à quel point le regard de Victoria semblait calculateur, l'étudiant avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Mais la carte de visite représentait une opportunité comme il n'en avait jamais eu auparavant. Parfois, les adultes doivent penser à des choses professionnelles, expliqua-t-il avec précaution. Cela a peut-être donné l'impression qu'elle était plus sérieuse qu'elle ne l'est en réalité. Emma secoua la tête avec détermination. « Non, papa, ce n'était pas une réflexion professionnelle. C'était... » Elle s'interrompit, cherchant le mot juste. « Chasseuse. Réflexion. » Cette expression inhabituelle fit frissonner David. Emma avait toujours été éloquente pour son âge, mais son choix de mots révélait souvent des idées qui le surprenaient. « Promets-moi que tu ne la rencontreras pas seule, » dit soudain Emma en se tournant vers lui, ses yeux verts perçants rivés sur lui. « S'il te plaît, papa. » David scruta le visage de sa fille, voyant une peur authentique sous son apparence calme. Emma n'était pas encline au drame ou aux peurs infondées. S'il sentait un danger,
Il avait appris à le prendre au sérieux. « Je ne ferai rien qui te mette mal à l'aise », promit-il. Même si une partie de lui se demandait s'il ne laissait pas l'intuition de sa fille de 7 ans prendre le pas sur une opportunité susceptible de changer sa vie. Plus tard dans la soirée, après qu'Emma se fût couchée, David se retrouva à faire des recherches en ligne sur Victoria Delacroix. Son entreprise, Delacroix Enterprises, était en effet légitime et remarquablement prospère. Victoria avait hérité de l'entreprise de son père à 25 ans et en avait doublé la valeur en seulement 2 ans. Les articles la décrivaient comme brillante, impitoyable dans les négociations et farouchement discrète sur sa vie privée. Mais en parcourant les photos de divers événements professionnels et galas de charité, David remarqua quelque chose d'étrange. Sur chaque image, le sourire de Victoria était parfait, professionnel, calculé. Même sur les photos prises sur le vif, elle semblait jouer un rôle plutôt que de s'amuser sincèrement. L'observation d'Emma selon laquelle son sourire n'atteignait pas ses yeux commençait à prendre tout son sens. Son téléphone sonna, interrompant ses recherches. Le identifiant de l'appelant indiquait un numéro inconnu. « Bonjour », répondit David avec prudence. « David, c'est Victoria Delacroix. J'espère que je n'appelle pas trop tard. » David a jeté un coup d'œil à l'horloge. 21h30. C'était tard pour un appel professionnel, surtout de la part de quelqu'un qu'il n'avait rencontré que cet après-midi-là. « Pas trop tard », a-t-il répondu, même s'il se sentait mal à l'aise avec la désinvolture avec laquelle elle avait obtenu son numéro personnel. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» Le rire de Victoria était léger, dédaigneux. « Le personnel de l'hôtel est très serviable quand on est un acheteur potentiel. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à mon offre. J'aimerais vraiment discuter du potentiel de la propriété avec quelqu'un qui la connaît aussi bien que vous. » Il y avait quelque chose dans son ton, une suggestion sous-jacente qui mettait David mal à l'aise. « Je serais ravi de discuter des systèmes d'entretien de l'hôtel pendant les heures de bureau. Vous pourriez peut-être prendre rendez-vous avec la direction, David. » La voix de Victoria est devenue plus intime. « Je pense que vous sous-estimez la portée de mon offre. Cela pourrait tout changer pour vous et Emma. Cela vaut certainement la peine d'y réfléchir. » Le fait que quelqu'un qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois mentionne le nom de sa fille a mis David en alerte. « Comment connaissez-vous le nom d'Emma ?»« Vous me l'avez présenté cet après-midi, » répondit Victoria avec désinvolture. Mais David ne s'en souvenait pas. « Je ne crois pas, » dit-il prudemment. Il y eut un silence. Lorsque Victoria reprit la parole, son ton avait légèrement changé, devenant plus mesuré. Peut-être que quelqu'un à l'hôtel l'a mentionné. Vous savez comment les gens parlent du personnel qu'ils apprécient ? Mais David savait que le personnel de l'hôtel discutait rarement des détails personnels des employés avec les clients, surtout pas des informations sur leurs enfants. La politique de l'hôtel était stricte quant au respect des limites professionnelles. « J'apprécie votre intérêt, » dit David fermement, « mais je pense qu'il vaut mieux que toute discussion concernant l'hôtel passe par les voies appropriées. Passez une bonne soirée, Madame Delacroix. » Il mit fin à l'appel avant que Victoria ne puisse répondre, mais la conversation le laissa profondément troublé. Victoria connaissait le nom d'Emma, avait réussi à obtenir son numéro de téléphone personnel et avait appelé avec une urgence qui semblait disproportionnée pour une simple demande commerciale. Dans sa chambre, Emma était allongée, éveillée, écoutant le son étouffé de la voix de son père au téléphone. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais quelque chose dans son ton, prudent et mal à l'aise, confirmait ses craintes au sujet de la femme de l'hôtel. Emma avait ce que les psychologues pour enfants appelleraient une précocité émotionnelle, mais qui lui donnait l'impression d'être constamment consciente des courants sous-jacents qui circulaient dans les conversations et les comportements des adultes. Elle sentait quand les gens mentaient, quand ils étaient en colère malgré leur sourire, quand ils voulaient quelque chose qu'ils n'osaient pas demander directement. Et Victoria Delacroix voulait quelque chose de son père, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'achat d'hôtel ou des consultations d'entretien. Emma pouvait le sentir comme une tempête qui approche par temps clair, invisible mais indéniablement réelle. Elle se glissa silencieusement hors de son lit et se dirigea à pas feutrés vers la chambre de son père, où elle le trouva assis sur le bord de son lit, fixant son téléphone avec une expression troublée. « Papa » murmura-t-elle depuis le seuil de la porte. David leva les yeux, son visage s'adoucissant immédiatement lorsqu'il vit sa fille. « Je n'arrive pas à dormir, ma chérie. » Emma s'approcha et grimpa sur le lit à côté de lui. « C'était elle au téléphone ?» L'expression surprise de David confirma les soupçons d'Emma. « Comment tu l'as deviné ? Tu avais la même voix que lorsque le méchant propriétaire a appelé, » expliqua Emma. Une voix prudente, une voix inquiète. David enlaça sa fille, s'émerveillant une fois de plus de sa perspicacité. « Tu ne rates pas grand-chose, n'est-ce pas ?» Emma secoua la tête sérieusement. « Elle ne va pas partir, papa. Les gens comme elle n'abandonnent pas facilement. » Comme s'il avait été convoqué par les paroles d'Emma, le téléphone de David vibra pour signaler l'arrivée d'un SMS. Le père et la fille regardèrent l'écran. « Au plaisir de notre conversation demain. » David n'avait accepté aucune rencontre
et la présomption de Victoria qu'il la reverrait malgré sa réticence évidente lui glaça le sang. Emma vit aussi le message et sa petite main trouva celle de son père. Elle a déjà décidé, n'est-ce pas, de ce qu'elle veut. David se rendit compte que sa fille avait raison. Victoria Delacroix les avait approchés avec un agenda qui allait bien au-delà des affaires, et ses refus polis n'allaient pas la dissuader. Quel que soit le jeu auquel jouait Victoria, ils étaient devenus d'une manière ou d'une autre des pièces centrales sur son échiquier. La question était, que voulait-elle vraiment et jusqu'où était-elle prête à aller pour l'obtenir? Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous tient en haleine. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le véritable objectif de Victoria. Le lendemain matin, le temps était gris et couvert, à l'image de l'humeur de David alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée au l'Hôtel du Céleste. Emma était assise à leur petite table de cuisine, mangeant méthodiquement ses céréales tout en observant le visage de son père avec l'intensité de quelqu'un qui lit un livre compliqué. « Tu as des rides d'inquiétude », fit remarquer Emma, utilisant l'expression qu'elle avait inventée pour désigner les rides qui apparaissaient entre les sourcils de David lorsqu'il était troublé. David tenta de sourire en versant du café dans son thermos. « Je pense juste au boulot, ma chérie. » Mais Emma n'était pas dupe. Elle avait hérité de plus que les yeux verts de sa mère. Elle avait aussi hérité d'une capacité presque surnaturelle à lire les émotions sur les visages et dans les voix. C'est à propos de la méchante dame, n'est-ce pas? Avant que David n'ait le temps de répondre, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro principal du l'Hôtel du Céleste, ce qui était inhabituel car il recevait généralement les appels sur sa radio professionnelle plutôt que sur son téléphone personnel. « David Moreau », répondit-il. « David, ici Margaret de la réception. » Margaret Hoffman travaillait à l'hôtel depuis 15 ans et avait toujours été gentille avec David et Emma. Sa voix semblait tendue. « Pourriez-vous venir une heure plus tôt aujourd'hui? Nous avons un problème qui nécessite votre attention immédiate. » « Bien sûr. Quel genre de problème ?» La pause de Margaret en disait long. « Mademoiselle Delacroix est là. Elle demande à parler à la direction de l'hôtel au sujet du service d'entretien, et plus particulièrement de vous. » David sentit son estomac se nouer. « J'arrive tout de suite. » Après avoir raccroché, il vit qu'Emma le regardait d'un air entendu. « Elle est allée à ton travail, dit-elle d'un ton neutre. Comment as-tu, David commença, puis s'interrompit. La perspicacité d'Emma ne cessait de l'étonner et parfois de le déstabiliser. 20 minutes plus tard, David embrassa Emma pour lui dire au revoir et la regarda monter dans le bus scolaire. Son petit visage était sérieux lorsqu'elle se retourna vers lui à travers la vitre. Son dernier signe de la main ressemblait moins à un au revoir qu'à un avertissement. L'hôtel du Céleste semblait différent lorsque David entra par l'entrée des employés. L'énergie habituelle semblait atténuée et plusieurs membres du personnel lui lancèrent des regards curieux alors qu'il se dirigeait vers la réception. Margaret leva les yeux de son écran d'ordinateur avec un soulagement évident lorsqu'elle le vit. « Elle est dans le bureau du directeur », dit Margaret à voix basse en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'ils n'étaient pas entendus. « Elle est là depuis 7 heures du matin, David. C'est 2 heures avant même l'ouverture du bureau administratif. Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Margaret avait l'air inquiète. Elle dit qu'elle fait une vérification préalable pour une acquisition potentielle, mais elle se pencha vers lui et baissa encore plus la voix. Elle pose des questions très précises sur ton emploi du temps, ta fille, ta situation personnelle. Ça ne ressemble pas à une affaire, David. Ça semble personnel. David serra les mâchoires. Victoria dépassait les limites, ce qui le mettait profondément mal à l'aise en impliquant son lieu de travail dans le jeu auquel elle jouait. Monsieur Moreau appela une voix suave depuis l'autre côté du hall. Victoria émergea du couloir menant aux bureaux administratifs, impeccable dans un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus que ce que David gagnait en 3 mois. Derrière elle marchait Robert Bruno, le directeur général de l'hôtel, qui semblait clairement mal à l'aise. Madame Delacroix. David hocha poliment la tête, mais garda ses distances. Je disais justement à Monsieur Bruno à quel point j'étais impressionné par votre dévouement envers cet établissement. Victoria continua en s'approchant avec cette grâce prédatrice qu'Emma avait remarquée la veille. 3 ans de service exemplaire, jamais une seule plainte, toujours au-delà de vos obligations. David échangea un regard avec Robert, qui haussa les épaules, impuissant. Victoria avait clairement fait des recherches approfondies sur son parcours professionnel. J'ai discuté de la possibilité de vous offrir une opportunité d'avancement significative, continua Victoria avec un sourire radieux et apparemment sincère. Responsable de la gestion des installations pour toutes les propriétés de Delacroix Enterprises. Le salaire serait substantiel, à 6 chiffres pour commencer. Robert haussa les sourcils. Une telle offre était sans précédent pour quelqu'un dans la position de David, et cette opportunité changerait vraiment sa vie et celle d'Emma. Mais David entendit la voix d'Emma dans sa mémoire. Elle a déjà décidé de ce qu'elle veut. C'est très généreux, dit David avec prudence. Mais j'aurais besoin d'en savoir plus sur les exigences du poste,
les attentes en matière de déménagement, ce genre de choses. Le sourire de Victoria ne faiblit pas. Bien sûr, pourquoi ne pas en discuter aujourd'hui pendant le déjeuner? Il y a un charmant restaurant à quelques pâtés de maison, une salle à manger privée où nous pourrons parler librement de votre avenir. La façon dont elle insista sur le mot « privé » donna la chair de poule à David. Je préfère mener les discussions professionnelles à l'hôtel, où tout est professionnel et documenté. Pendant un instant, le masque de Victoria glissa. David a aperçu une lueur froide et calculatrice dans ses yeux avant que son sourire parfait ne revienne. Naturellement, je pense que vous constaterez que mon offre nécessite un certain niveau de discrétion. Toutes les opportunités ne peuvent pas être traitées par les voies normales. Robert semblait perplexe face au sous-entendu de la conversation, mais David comprenait parfaitement. Victoria suggérait quelque chose qui devait se faire loin des témoins, loin de la sécurité de son environnement professionnel habituel. « J'apprécie l'offre », dit David fermement, « mais je ne suis pas intéressé par les opportunités qui nécessitent de la discrétion. Si vous avez une proposition commerciale légitime, vous pouvez la présenter par les voies appropriées avec la documentation et l'examen juridique nécessaire. » Le sourire de Victoria finit par s'effacer complètement. Pendant plusieurs secondes, elle scruta le visage de David avec l'intensité d'un joueur d'échecs dont l'adversaire venait de faire un coup inattendu. « Vous faites une erreur, David, » dit-elle calmement, sa voix perdant son ton chaleureux et professionnel. « Certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois. Alors je devrais m'en accommoder, » répondit David, soutenant son regard fixe. La tension dans le hall était palpable. Margaret faisait semblant d'être occupée par de la paperasse, mais en réalité, elle observait la scène avec une inquiétude grandissante. Robert avait l'air de vouloir s'échapper, mais se sentait obligé de rester en tant que représentant de l'hôtel. Victoria fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit une enveloppe en papier craft. « Vous changerez peut-être d'avis quand vous verrez ce que je vous propose réellement. » Elle tendit l'enveloppe à David, ses doigts s'attardant sur les siens plus longtemps que nécessaire. « Prenez le temps d'examiner le contenu. Je vous tiendrai au courant. » Alors que Victoria s'éloignait, ses talons claquant contre le marbre avec des battements saccadés, aigus et rageurs, David fixait l'enveloppe qu'il tenait dans ses mains. Elle était plus lourde qu'une offre d'emploi habituelle, et son poids le mettait profondément mal à l'aise. « À ton avis, de quoi s'agissait-il » demanda Robert, clairement déconcerté par toute cette interaction. David ne répondit pas. Il pensait à l'avertissement d'Emma, à la connaissance que Victoria avait de ses informations personnelles, au désespoir qu'il avait perçu derrière son apparence soignée. Quel que soit le contenu de cette enveloppe, il soupçonnait qu'il expliquerait pourquoi une PDG millionnaire s'intéressait autant à un employé d'entretien d'hôtel. Mais avant tout, il devait terminer sa journée de travail et aller chercher Emma à l'école. Quel que soit le jeu de Victoria, il n'allait pas jouer selon ses règles. L'enveloppe semblait devenir de plus en plus lourde dans ses mains au fur et à mesure que la matinée avançait. À l'heure du déjeuner, David ne put résister plus longtemps. Il trouva un coin tranquille dans la salle de pause des employés et ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dizaines de photos. Des photos de lui et Emma quittant leur appartement. Des photos d'Emma à l'école. Des photos d'eux faisant leurs courses au parc, marchant vers l'Epki arrêt de bus. Les images couvraient plusieurs semaines, prises avec un téléobjectif à différentes distances et sous différents angles. Au bas de la pile se trouvait une seule feuille à en-tête coûteuse, avec le logo de l'entreprise de Victoria écrit en caractères élégants. Il n'y avait que quelques lignes. David, certaines conversations sont trop importantes pour être menées dans des lieux publics. Certaines décisions ont des répercussions qui vont bien au-delà des opportunités de carrière. Je t'attendrai au restaurant Romanos ce soir à 20h. Viens seul. Victoria PS. Emma est une enfant adorable. Ce serait terrible si quelque chose venait perturber son petit monde paisible. Les mains de David tremblaient tandis qu'il lisait la dernière ligne. Victoria ne lui proposait pas un emploi. Elle le faisait chanter. Les photos prouvaient qu'elle les traquait depuis des semaines. Et son dernier commentaire était une menace sans équivoque. Son téléphone vibra, signalant un SMS de l'école d'Emma. « Monsieur Moreau, Emma semble bouleversée aujourd'hui et a demandé si elle pouvait vous appeler. Tout va bien ?» David sentit son sang se glacer. D'une manière ou d'une autre, Emma avait senti le danger même à des kilomètres de distance. Sa sensibilité inhabituelle aux intentions des gens avait détecté l'intérêt malveillant de Victoria avant même que David ne comprenne ce qui se passait. En appelant l'école pour prendre des nouvelles de sa fille, David réalisa que Victoria Delacroix n'était pas seulement dangereuse, elle était obsédée, et que ce qu'elle attendait de lui valait la peine de menacer une enfant de 7 ans pour l'obtenir. La question n'était plus de savoir s'il devait rencontrer Victoria, mais s'il avait le choix. La sécurité d'Emma était en jeu, et Victoria avait toutes les cartes en main, du moins le pensait-elle. David alla chercher Emma à l'école cet après-midi-là, les mains encore tremblantes après avoir découvert les photos de surveillance de Victoria.
Sa fille sortit de l'école primaire Lincoln, son sac à dos sur l'épaule. Mais au lieu de son sourire radieux habituel, son visage portait le poids de quelqu'un bien plus âgé que ses 7 ans. « Elle était là », dit Emma doucement dès qu'elle eut rejoint son père, sans se soucier de leur rituel habituel de salutation. Le cœur de David s'arrêta. « Que veux-tu dire ?» Emma jeta un coup d'œil autour de la cour d'école où d'autres enfants jouaient et où des parents bavardaient, puis elle entraîna son père à l'écart, près du terrain de basket vide. La méchante dame, elle observait depuis l'autre côté de la rue pendant la récréation. Madame Patterson ne l'a pas vue, mais moi oui. David s'agenouilla à la hauteur des yeux d'Emma, essayant de garder une voix calme malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « Tu es sûre que c'était elle ?» Emma acquiesça solennellement. Elle était assise dans une voiture noire aux vitres teintées. Quand je l'ai regardée, elle est partie très vite, mais j'ai senti qu'elle m'observait avant de la voir. La violation semblait désormais totale. Victoria ne se contentait pas de menacer David. Elle traquait sa fille de 7 ans à l'école. La photo semblait soudain n'être que le début de quelque chose de bien plus sinistre. « Papa, on doit partir loin d'ici », dit Emma avec insistance, ses petites mains agrippées à sa veste. « Ce soir, elle va essayer de nous séparer. »« Nous séparer ?» demanda David, déconcerté par la formulation inhabituelle de sa fille. Emma avait du mal à expliquer les émotions complexes qu'elle ressentait, mais ne comprenait pas tout à fait. Certaines personnes, quand elles n'arrivent pas à obtenir ce qu'elles veulent facilement, essaient de faire du mal aux gens que tu aimes pour que tu fasses ce qu'elles disent. Elle veut me faire du mal pour que tu l'écoutes. David sentit son sang se glacer. Sa fille de 7 ans venait de décrire parfaitement le chantage émotionnel et la manipulation psychologique, des concepts qui auraient dû être complètement étrangers à une enfant de son âge. « Comment sais-tu des choses comme ça ?» demanda David doucement. Les yeux verts d'Emma se remplirent de larmes qu'elle s'efforçait de retenir. « Je me souviens que maman pleurait parfois au téléphone. Elle disait que quelqu'un allait nous l'enlever si elle ne faisait pas quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Puis un jour, elle est partie et n'est jamais revenue. » Cette révélation frappa David comme un coup physique. Emma se souvenait mieux du départ de sa mère qu'il ne l'avait réalisé. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait fait le lien entre le comportement de Victoria et ce qui avait poussé Maria à partir 3 ans auparavant. « Emma, de quoi d'autre te souviens-tu à propos du départ de maman ?» Emma regarda nerveusement autour d'elle, puis murmura « Elle avait aussi des photos. Quelqu'un lui avait envoyé des photos de nous, tout comme cette dame aujourd'hui. Maman pleurait et disait qu'elle devait partir pour nous protéger. Mais peut-être essayait-elle de nous protéger de quelqu'un comme elle. » L'esprit de David s'emballa. Maria était partie sans explication, sans laisser d'adresse, sans aucun contact pendant 3 ans. Il avait supposé qu'elle avait simplement décidé qu'elle ne voulait pas des responsabilités du mariage et de la maternité. Mais et si elle avait été forcée de partir? Et si quelqu'un avait menacé Emma pour contrôler Maria, tout comme Victoria menaçait Emma pour le contrôler? « Papa, on peut aller chez Jean Moreau ce soir ?» demanda Emma. Celle qui est en haut dans les montagnes, où personne ne sait où nous sommes. Le père de David vivait dans une cabane isolée à 2 heures au nord, accessible uniquement par une route de montagne sinueuse que la plupart des gens ne pouvaient trouver sans indication précise. Ce serait l'endroit parfait pour disparaître pendant quelques jours, le temps que David trouve comment gérer l'escalade de Victoria. « C'est une très bonne idée, ma chérie. Allons à la maison préparer quelques affaires. » Mais alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, David remarqua une berline noire aux vitres teintées garée en face de l'école. Le moteur tournait, et bien qu'il ne puisse pas voir le conducteur, il sentait qu'on l'observait. Emma le remarqua aussi. « Elle est toujours là », murmura-t-elle en se blottissant contre son père. David prit une décision qui s'avéra cruciale. Au lieu de rentrer directement à la maison, il emprunta un itinéraire détourné à travers la ville, effectuant des virages aléatoires et revenant sur ses pas. La berline noire les suivit pendant les 15 premières minutes avant de finalement disparaître dans la circulation. À leur appartement, David fit rapidement ses valises, tandis qu'Emma rassemblait ses affaires les plus importantes. Un éléphant en peluche nommé Monsieur Peanuts, ses livres préférés et un petit coffret à bijoux qui avait appartenu à sa mère. Elle s'est déplacée avec une efficacité inhabituelle pour une enfant de 7 ans, comme si elle s'était préparée mentalement à ce moment. « Papa !» a dit Emma alors qu'ils chargeaient leur sac de voyage dans la vieille Honda Civic de David. Et si la méchante dame trouvait aussi la maison de Jean Moreau? David s'était posé la même question. Victoria avait fait preuve de ressources et de détermination qui laissaient penser qu'elle ne se laisserait pas facilement décourager par leur disparition. Mais les mots suivants d'Emma le figèrent sur place. Devrait peut-être appeler la police et leur parler des photos. David réalisa que sa fille avait raison. Ce que faisait Victoria constituait au minimum du harcèlement et de la persécution, voire des menaces criminelles. Les photos à elles seules constituaient la preuve d'une surveillance illégale. Mais quelque chose l'empêchait de passer cet appel.
Un sentiment tenace que la confiance de Victoria suggérait qu'elle avait anticipé cette possibilité et s'y était préparée. Alors qu'il roulait vers le nord, en direction des routes de montagne, Emma s'endormit sur le siège passager, sa petite main serrant toujours Monsieur Peanuts, et David se surprit à penser à Maria, au parallèle qu'Emma avait établi entre le départ de sa mère et leur situation actuelle. Maria fuyait-elle quelqu'un comme Victoria? Avait-elle sacrifié sa relation avec sa famille pour la protéger d'une menace dont David ignorait même l'existence? Son téléphone sonna dans les haut-parleurs de la voiture. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro de Victoria. David laissa le répondeur prendre le message, mais elle rappela immédiatement, encore et encore. Finalement, Emma se réveilla. « Réponds, papa, mais mets le haut-parleur pour que je puisse entendre aussi. » David hésitait à exposer Emma à ce que Victoria pourrait dire, mais l'instinct de sa fille s'était révélé juste jusqu'à présent. Il accepta l'appel. « David, où es-tu » La voix de Victoria emplit la voiture, ne se souciant plus de faire semblant ou de rester poli. « On avait rendez-vous. Je n'ai jamais accepté de te rencontrer, » répondit calmement David. « Et après avoir vu ces photos, je ne souhaite plus aucun contact. » Le rire de Victoria était froid. « Tu crois que tu peux simplement t'enfuir? Tu crois qu'emmener Emma hors de la ville va résoudre le problème ?» Les mains de David se crispèrent sur le volant. Victoria savait d'une manière ou d'une autre qu'ils avaient quitté la ville. « Je ne sais pas ce que tu veux, » dit David. « Mais menacer ma fille, c'est la limite à ne pas franchir. »« Ta fille ?» répéta Victoria, sa voix prenant un ton étrange. « Dis-moi, David, que sais-tu de la mère d'Emma? De la vraie raison pour laquelle Maria est partie ?» Emma se redressa, les yeux verts grands ouverts et alerte. « Maria est partie parce qu'elle ne supportait pas d'être mère, » dit David. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, il lui semblait moins vrai que ce matin-là. « C'est ce que tu penses ?» La voix de Victoria trahissait un mélange d'amusement et de quelque chose de plus sombre. « David, Maria est partie parce que je lui ai donné le même choix que je te donne maintenant. Coopérer ou voir les gens que tu aimes en subir les conséquences. » La voiture fit une légère embardée pendant que David assimilait cette révélation. « Tu connaissais Maria. Je connaissais très bien Maria. On a travaillé ensemble pendant plusieurs mois avant qu'elle ne décide de me décevoir, tout comme tu le fais maintenant. » Emma attrapa le bras de son père. « Demande-lui où est maman, » murmura-t-elle avec insistance. « Où est-elle » demanda David. « Où est Maria ?» Le silence s'étira tellement que David se demanda si l'appel avait été coupé. Quand elle finit par parler, sa voix avait un ton définitif qui le glaça jusqu'aux os. « Maria a fait son choix, David, et maintenant tu dois faire le tien. Tu as 24 heures pour reconsidérer notre accord. Après cela, la petite vie paisible d'Emma deviendra beaucoup plus compliquée. » La ligne fut coupée, laissant le père et la fille seuls, avec le ronronnement du moteur et le poids des implications de Victoria. Emma fixait l'écran noir du téléphone, son jeune esprit s'efforçant de traiter des informations qui auraient mis à rude épreuve l'esprit d'un adulte. « Papa, je pense que maman ne nous a pas quittés parce qu'elle le voulait. Je pense que c'est cette méchante dame qui l'a forcé. » David se rendit compte que sa fille avait probablement raison. Maria ne les avait pas abandonnés. Elle avait été forcée de partir par quelqu'un qui avait utilisé la menace de faire du mal à Emma comme moyen de pression. Et maintenant, Victoria utilisait exactement la même stratégie avec lui. Mais cette fois, David n'allait pas laisser la menace réussir. Il allait se battre, même s'il ne savait pas encore comment. La route de montagne serpentait dans l'obscurité, les emmenant vers un refuge temporaire, tandis que l'esprit de David bouillonnait d'idées pour protéger sa fille et peut-être découvrir la vérité sur ce qui était réellement arrivé à sa femme. Si tu es aussi choqué que moi par ces révélations, clique sur le bouton « S'abonner ». Laisse un commentaire avec ta théorie sur ce qui est arrivé à la mère d'Emma. Je veux connaître ton avis. La cabane de Jean Moreau était nichée au milieu de pins imposants, accessible uniquement par une route de gravier que la plupart des systèmes GPS ne pouvaient pas localiser. À 72 ans, Joseph Moreau était un garde forestier à la retraite qui avait construit son refuge spécialement pour être invisible du monde moderne. La cabane n'avait pas d'internet, un service cellulaire limité et des panneaux solaires qui fournissaient juste assez d'électricité pour les besoins de base. Emma s'est jetée dans les bras de son grand-père dès leur arrivée, trouvant du réconfort dans son étreinte solide et burinée. Moreau avait toujours eu la même intuition des gens qu'Emma, même s'il avait appris à l'exprimer grâce à des décennies d'expérience plutôt que par son instinct d'enfant. « Ce n'est pas une visite de courtoisie », constata Moreau après avoir regardé le visage de David. « Dans quel genre de problèmes es-tu fourré, mon garçon ?» Autour de tasses de café et de chocolat chaud, David expliqua toute la situation tandis que Emma ajoutait des détails que son père avait manqués. Moreau écouta sans l'interrompre, ses yeux gris devenant de plus en plus sombres à mesure que l'histoire se déroulait. « Montre-moi les photos », dit finalement Moreau. David ouvrit à contre-cœur l'enveloppe et étala les images de surveillance sur la table de cuisine rustique de Moreau.
Moreau examina chaque photo avec l'attention méthodique de quelqu'un qui a été formé à lire les paysages à la recherche de signes de danger. Du travail de pro, conclut Moreau. Moreau, ces photos n'ont pas été prises par un amateur avec un smartphone. Téléobjectif à longue portée, plusieurs angles de vue pris sur plusieurs semaines. Cette femme a des ressources. Emma grimpa sur les genoux de son grand-père, cherchant la sécurité de ses bras tout en étudiant les images d'elle-même. Jean Moreau, la méchante dame, connaissait maman. Elle a fait partir maman. L'expression de Moreau se durcit. Maria ne m'a jamais dit au revoir non plus. Elle a juste disparu un jour sans explication. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus à cette histoire. David ressentit une vague de validation. Si Moreau, avec ses décennies d'expérience dans l'analyse des gens en situation, avait aussi senti que quelque chose n'allait pas dans le départ de Maria, alors l'instinct d'Emma était probablement juste. « Que pensez-vous qu'on devrait faire ?» demanda David. Moreau se leva avec précaution, installa Emma dans son fauteuil avant de se diriger vers une vieille armoire en bois. Il en sortit une boîte en métal dont David se souvenait depuis son enfance. La boîte contenant les documents importants de Moreau qui avait toujours été interdite d'accès à ses petits-enfants curieux. « D'abord, on documente tout », dit Moreau en sortant un appareil photo numérique qui semblait étonnamment moderne pour quelqu'un qui vivait hors du réseau. Ces photos prouvent le harcèlement criminel et la traque. Mais avant d'aller voir la police, on doit savoir à qui on a affaire. Moreau ouvrit un vieil ordinateur portable et le connecta à un dispositif internet par satellite dont David ignorait l'existence. Ce n'est pas parce que je vis dans les montagnes que je suis complètement déconnecté. Parfois, le travail de garde forestier nécessitait des vérifications approfondies des antécédents de personnages suspects. Emma regardait attentivement les doigts de son grand-père se déplacer sur le clavier à une vitesse surprenante. « Que cherchez-vous, Jean de Moreau ?» Victoria Delacroix a peut-être du succès, mais le succès qui vient de menacer des enfants a généralement une histoire, expliqua Moreau. Voyons quel genre de traces elle a laissé. Ce qu'ils découvrirent au cours de l'heure suivante brossa un tableau inquiétant. Victoria Delacroix avait effectivement hérité de l'entreprise de son père, mais son expansion rapide n'avait pas été tout à fait légitime. 3 entreprises distinctes qui avaient refusé de vendre à Delacroix Enterprises avaient connu de mystérieuses crises personnelles parmi leurs cadres, des membres de leur famille avaient été menacés, des informations privées avaient été divulguées et des membres clés du personnel avaient soudainement disparu de leur vie. « Regarde ça », dit Moreau en montrant un article de presse datant de 2 ans. Delacroix Enterprises avait tenté d'acquérir une chaîne de restaurants familiaux en Provence. Le propriétaire a refusé de vendre. En moins d'1 mois, sa fille adolescente a reçu des appels téléphoniques menaçants. Le dossier médical de sa femme a été divulgué aux médias locaux et quelqu'un a publié des photos de son fils supposément en train de consommer de la drogue. David s'est senti mal en lisant les détails. Qu'est-il arrivé à la famille? Ils ont vendu à Delacroix Enterprises pour une fraction de la valeur de leur entreprise, a poursuivi Moreau. Mais voici la partie intéressante. Une fois la vente conclue, toutes les intimidations ont cessé. Les informations divulguées ont été mystérieusement discréditées, et les photos du fils en train de consommer de la drogue se sont avérées être des faux. Emma leva les yeux de l'un des vieux cahiers de Moreau qu'elle était en train de colorier. Elle fait du mal aux gens jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'elle veut. Puis elle fait comme si de rien n'était. Exactement. Moreau acquiesça. Victoria Delacroix a bâti son empire grâce à un terrorisme psychologique systématique, puis a effacé ses traces en résolvant les problèmes qu'elle avait elle-même créés. David fixait l'écran, submergé par l'ampleur de la cruauté calculée de Victoria. Si elle est aussi organisée, aussi méthodique, comment pouvons-nous riposter? Le sourire de Moreau reflétait la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger les forêts contre des prédateurs bien plus dangereux que Victoria Delacroix, parce qu'elle a commis une erreur cruciale. « Quelle erreur ?» demanda Emma. Elle pensait avoir affaire à des gens ordinaires qui céderaient sous la pression. Elle n'avait pas prévu d'avoir une petite fille capable de voir à travers les mensonges, un fils prêt à protéger sa famille à tout prix, ou un grand-père qui sait comment faire disparaître complètement des gens si nécessaire. David regarda son père avec un nouveau respect. « Que suggérez-vous » L'expression de Moreau devint sérieuse. « Nous avons renversé la situation. Victoria Delacroix opère en recueillant des informations sur ses victimes et en les utilisant contre elles. Et si on recueillait des infos sur elles et qu'on les utilisait pour nous protéger? Comme quoi par exemple? Le genre d'infos qui explique pourquoi une PDG millionnaire est personnellement obsédée par un employé d'entretien d'hôtel qu'elle n'avait jamais rencontré avant cette semaine. Emma leva soudain les yeux de son coloriage, les yeux écarquillés. Jean Moreau. Et si elle n'avait pas jamais rencontré papa avant? Et si elle le connaissait depuis avant, mais qu'il ne se souvenait pas d'elle? Moreau et David ont échangé un regard. L'observation innocente d'Emma avait mis le doigt sur quelque chose qu'ils avaient tous les deux pressenti,
mais qu'il n'avait pas formulées. « Emma a raison », a dit lentement Moreau. Le comportement de Victoria n'a rien à voir avec une opportunité commerciale ou une cruauté aléatoire. C'est personnel. Elle a une raison précise de s'en prendre à David, et cela est lié à ce qui est arrivé à Maria. David a essayé de fouiller sa mémoire à la recherche d'une éventuelle rencontre avec Victoria, mais en vain. Je ne l'avais jamais vue avant ce jour-là à l'hôtel. Peut-être pas en tant que Victoria Delacroix, a réfléchi Moreau. Mais si elle était quelqu'un d'autre quand tu l'as connue, un autre nom, une autre apparence, d'autres circonstances. Emma avait complètement arrêté de colorier, son jeune esprit réfléchissant aux possibilités avec une concentration laser. « Papa, tu as des photos de maman d'avant ma naissance ?» David réalisa qu'il n'avait jamais montré à Emma les photos de Maria datant du début de leur relation. Après le départ de Maria, il avait été trop douloureux de garder ses souvenirs à portée de vue, et il les avait rangés dans un carton. « Elles sont à la maison, dans des cartons dans le placard », répondit David. « On a besoin de ces photos », a dit Moreau. Si Victoria connaissait ta famille avant cette semaine, ces photos pourraient avoir la réponse, mais retourner à l'appart voudrait dire s'exposer à nouveau à la surveillance de Victoria. Et David ne voulait pas risquer la sécurité d'Emma pour de vieilles photos. Emma a semblé lire dans ses pensées. « Papa, et si Jean Moreau allait chercher les photos pendant qu'on reste ici ?» La méchante dame ne connaît pas Jean Moreau. Moreau a hoché la tête en signe d'approbation. « Bien vu. Je peux aller et venir de ton appart en 1 heure. Victoria surveille Emma et toi. Pas un vieil homme. La méchante dame ne sait pas que Jean Moreau existe. » Moreau approuva d'un signe de tête. « Bien vu. Je peux entrer et sortir de ton appartement en 1 heure. Victoria surveille toi et Emma. Pas un vieil homme qu'elle n'a jamais vu. » David hésita, mais se rendit compte qu'ils avaient besoin de ces photos pour comprendre à quoi ils avaient vraiment affaire. Les boîtes sont dans le placard de la chambre, sur l'étagère du haut, marqué « Maria, personnel ». Moreau cherchait déjà les clés de son camion. « Je serai de retour avant minuit. En attendant, commence à réfléchir à toutes les personnes de ton passé qui auraient pu avoir une raison de t'en vouloir. Toutes celles qui auraient pu connaître Maria avant que tu l'épouses. » Après le départ de Moreau, David et Emma s'assirent près de la cheminée en pierre de la cabane, regardant les flammes danser tandis que leur esprit était en proie à des questions qui devenaient de plus en plus complexes d'heure en heure. « Papa, » dit Emma doucement, « je pense que maman a essayé de nous protéger en partant. Mais peut-être qu'elle est encore en vie quelque part, cachée comme nous le sommes maintenant. » David serra sa fille contre lui, espérant qu'elle ait raison, mais craignant le pire. La froide assurance de Victoria suggérait qu'elle détenait des informations sur Maria qui allaient bien au-delà de simples arrangements commerciaux. Quels que soient les secrets que renfermaient ces vieilles photos, David soupçonnait qu'elles expliqueraient enfin pourquoi Victoria Delacroix était entrée dans leur vie avec une malveillance si calculée, et ce qui était réellement arrivé à la femme qu'ils aimaient et regrettaient tous les deux. Le feu crépitait doucement pendant qu'ils attendaient le retour de Moreau. Aucun d'eux ne savait que les photos qu'il allait rapporter allaient bouleverser tout ce que David pensait savoir sur sa vie, son mariage et sa propre identité. Moreau revint à 23h47 avec 3 boîtes en carton et une expression qui indiquait à David que leur pire crainte était sur le point de se confirmer. Emma s'était endormie sur le canapé, mais se réveilla immédiatement lorsque le camion de son grand-père entra dans la clairière. Son système d'alarme intuitif ne se reposait jamais complètement. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda David, tandis que Moreau posait les boîtes sur la table de la cuisine avec un soin inhabituel. Moreau jeta un coup d'œil à Emma, qui se frottait les yeux pour chasser le sommeil, mais qui avait clairement l'intention de participer à la conversation qui allait suivre. « On devrait peut-être attendre demain matin. »« Non, » dit Emma avec fermeté. « J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à maman. S'il vous plaît, Jean Moreau. » Moreau soupira et ouvrit la première boîte, révélant des dizaines de photos retraçant la cour et les débuts du mariage de David et Maria. Mais parmi ces souvenirs heureux, il y avait des images qui faisaient froid dans le dos à David. « Regarde celle-là », dit Moreau en montrant une photo prise lors de la réception de mariage de David et Maria. À l'arrière-plan, à peine visible parmi les invités, se tenait une jeune femme aux cheveux courts et foncés, portant des lunettes. Même avec un style différent, les traits du visage étaient indéniablement ceux de Victoria Delacroix. Emma grimpa sur une chaise pour examiner la photo de plus près. C'est elle, mais elle a l'air différente, plus jeune, plus triste. David fixa l'image, et ses souvenirs finirent par se remettre en place. « Rachel », murmura-t-il. Elle s'appelait Rachel Benoît. C'était la colocataire de Maria à l'université et sa demoiselle d'honneur. Cette révélation le frappa comme un coup physique. Victoria Delacroix était Rachel Benoît, la meilleure amie de Maria, qui avait fait partie de leur vie pendant des années avant de disparaître mystérieusement peu après la naissance d'Emma. Moreau sortit d'autres photos et les souvenirs de David revinrent en masse.
Rachel était follement amoureuse de David avant qu'il rencontre Maria. Elle avait présenté David à Maria lors d'une fête à la fac, espérant peut-être que David trouverait Maria inintéressante et reviendrait vers elle. Au lieu de ça, David et Maria étaient tombés amoureux tout de suite, laissant Rachel voir ses espoirs amoureux s'écrouler. « Je m'en souviens maintenant », dit David lentement. Rachel était obsédée par notre relation. Elle ne pouvait pas accepter que j'aie choisi Maria plutôt qu'elle. Elle a commencé à se présenter à l'improviste, à appeler à toute heure, à essayer de créer des problèmes entre Maria et moi. Emma a étudié le visage de son père avec ses yeux verts pénétrants. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'expression de David est devenue troublée à mesure que d'autres souvenirs refaisaient surface. Elle a fait une sorte de dépression après la naissance d'Emma. Elle affirmait qu'Emma aurait dû être sa fille, que j'aurais dû être avec elle plutôt qu'avec Maria. Maria a finalement dû obtenir une ordonnance restrictive, que j'étais censé être avec elle plutôt qu'avec Maria. Moreau brandit une autre photo. Celle-ci montrait Rachel tenant Emma nouveau-née à l'hôpital. Son expression était possessive et dérangeante, même au moment où elle avait été prise. « Regarde son visage », dit Emma doucement. « Elle me tient comme si je lui appartenais. » David se sentit mal lorsqu'il réalisa l'ampleur de la situation à laquelle ils étaient confrontés. Victoria Delacroix n'était pas une femme d'affaires lambda qui était devenue obsédée par lui. C'était Rachel Benoît, qui avait passé 7 ans à bâtir un empire tout en nourrissant une fixation psychotique sur la famille, qui, selon elle, aurait dû être la sienne. Moreau ouvrit la deuxième boîte et en retira un épais dossier de documents. Je l'ai trouvé caché derrière les photos. Des documents juridiques, des rapports de police, des dossiers médicaux. David Maria avait tout documenté. Le dossier contenait des demandes d'ordonnance restrictive, des rapports d'incidents de police décrivant le harcèlement de Rachel et des lettres d'un psychiatre recommandant que Rachel reçoive immédiatement un traitement psychiatrique. Le dernier document était une lettre de Maria à David, datée de 3 jours avant sa disparition. David la lut à haute voix, les mains tremblantes. « Mon cher David, si tu lis ceci, c'est que Rachel a mis ses menaces à exécution et j'ai dû disparaître pour te protéger, toi et Emma. Elle appelle depuis des mois, disant qu'elle a accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour nous enlever Emma légalement. Elle prétend pouvoir prouver que je suis une mère indigne et que tu ne m'as jamais vraiment aimé, que je t'ai manipulé pour t'éloigner d'elle. Je ne peux pas prendre le risque qu'Emma soit placée en famille d'accueil pendant que les tribunaux examinent les mensonges et les preuves fabriquées de Rachel. Je vais me cacher et je ne te contacterai pas, car cela permettrait à Rachel de me retrouver et de vous faire du mal à tous les deux. Prends soin de notre magnifique fille. Dis-lui que je l'aime plus que la vie elle-même. Maria. » Emma pleurait maintenant, mais c'était des larmes de soulagement mêlées de chagrin. Maman n'est pas partie parce qu'elle ne nous aimait pas. Elle est partie pour nous protéger. David sentit une rage monter en lui comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Rachel Victoria avait systématiquement détruit sa famille, brisé son mariage et volé 3 ans de la vie d'Emma avec sa mère. Moreau avait l'air sombre en ouvrant la 3e boîte. Il y a plus. Maria était plus intelligente que Rachel ne le pensait. Elle avait tout documenté, y compris la véritable identité et le passé de Rachel. La dernière boîte contenait des preuves qui auraient détruit Rachel Benoît il y a 7 ans si Maria avait vécu assez longtemps pour les utiliser. Des documents financiers montrant que Rachel avait détourné de l'argent de ses anciens employeurs pour financer son obsession pour la famille de David, des évaluations psychiatriques recommandant un internement involontaire et le plus accablant de tout, des enregistrements téléphoniques où Rachel décrivait en détail ses plans pour faire passer Maria pour une mère indigne et prendre Emma pour elle-même. « Ça explique tout », dit David. Rachel a passé 7 ans à bâtir l'empire de Victoria Delacroix, mais son véritable objectif a toujours été de revenir pour Emma et moi. Elle avait probablement prévu de révéler sa véritable identité une fois qu'on serait complètement sous son contrôle. Emma essuya ses larmes et regarda son père avec une détermination farouche. « On doit retrouver maman. On doit lui dire qu'elle peut rentrer à la maison en toute sécurité. » Moreau acquiesça. « D'abord, on va apporter ses preuves au FBI. Rachel Benoît, alias Victoria Delacroix, a commis des crimes fédéraux dans plusieurs États pendant plusieurs années. Mais David, tu dois comprendre quelque chose d'important. »« Quoi ?» L'expression de Moreau était douce mais sérieuse. « Maria n'est peut-être plus en vie. Les gens comme Rachel ne laissent généralement pas leurs principaux obstacles disparaître comme ça. Ils les éliminent. » Emma secoua violemment la tête. « Non, maman est en vie. Je le sens. Elle se cache, mais elle est en vie. » David voulait croire sa fille, mais la froideur dans la voix de Victoria lorsqu'elle avait mentionné Maria suggérait que les craintes de Moreau étaient peut-être fondées. Son téléphone sonna, le son surprenant dans la cabane silencieuse. Le numéro de Victoria apparut à l'écran. « Réponds », dit Emma, « mais cette fois, on sait qui elle est vraiment. » David accepta l'appel et mit le haut-parleur. « Bonjour Rachel.
Le silence se prolongea si longtemps que David se demanda si Victoria avait raccroché. Quand elle finit par parler, sa voix n'avait plus rien de la prétention de tout à l'heure. « Alors, tu as compris, dit-elle calmement. Je me demandais quand tu te souviendrais de moi. Où est Maria ? Demanda David. Rachel rit amèrement. Maria est exactement là où elle a choisi d'être. Partie. Hors de nos vies pour toujours. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Maintenant, David, tu as un choix à faire. Tu peux ramener Emma à la maison et nous pourrons enfin être la famille que nous étions censés être. Ou tu peux continuer à fuir et regarder ta fille grandir en regardant par-dessus son épaule pour le reste de sa vie. Emma se pencha vers le téléphone. Je me souviens de toi aussi, Rachel. Tu me regardais bizarrement quand j'étais bébé. Maman disait que tu la mettais mal à l'aise. Rachel prit une inspiration audible. Emma, ma douce Emma, tu es tellement plus belle que sur les photos. Quand tu vivras avec moi, je t'apprendrai des choses que ton père n'a jamais pu t'apprendre. Je t'offrirai des opportunités dont il n'aurait jamais osé rêver. Je ne veux pas vivre avec toi, dit Emma avec fermeté. C'est à cause de toi que maman a dû partir. C'est à cause de toi que papa pleure parfois quand il pense que je ne le regarde pas. Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras, répondit Rachel. Les enfants s'adaptent et David apprendra à m'aimer comme il aurait dû le faire il y a 7 ans. David retrouva sa voix. Rachel, on a toutes les preuves de Maria, les rapports de police, les évaluations psychiatriques, les documents financiers. C'est fini. Le rire de Rachel était sincèrement amusé. David, je possède la moitié des juges dans 3 États. J'ai assez d'argent pour enterrer tes preuves dans des procédures judiciaires pendant des décennies. Et pendant qu'on se battra au tribunal, qui penses-tu qui s'occupera d'Emma ? La menace était claire comme de l'eau de roche. Rachel avait l'intention d'utiliser le système judiciaire pour lui enlever Emma, convaincue que sa richesse et son influence l'emporteraient sur toutes les preuves retenues contre elle. Mais Emma leva vers son père ses yeux verts pleins de sagesse et murmura « Elle ne sait pas pour Jean Moreau, elle ne sait pas que nous avons de l'aide maintenant. » David comprit que sa fille avait raison. Rachel avait prévu toutes les éventualités, sauf la possibilité qu'ils aient des alliés dont elle ignorait l'existence, des preuves dont elle n'avait pas connaissance et des ressources échappant à sa surveillance. « Rachel, » dit David calmement, « il y a quelque chose que tu dois savoir. On ne mène plus ce combat seul. » Avant que Rachel puisse répondre, David mit fin à l'appel et se tourna vers Moreau. « Que devons-nous faire ?» Moreau était déjà en train de chercher son téléphone satellite. Nous faisons appel à des professionnels qui s'occupent des harceleurs obsessionnels disposant de ressources illimitées. Ensuite, nous entamons le processus pour ramener Maria à la maison. Le visage d'Emma s'illumina d'espoir. « Tu penses qu'on peut vraiment retrouver maman ?» Moreau sourit à sa petite fille. « Ma chérie, si ta maman est en vie, on va la retrouver. Et si elle ne l'est pas, son expression se durcit. Alors Rachel Benoît devra répondre devant la justice de tout ce qu'elle a volé à cette famille. » Alors que Moreau commençait à appeler ses contacts fédéraux qu'il s'était fait pendant ses années de garde forestier, David serra Emma contre lui et se permit enfin de croire que leur cauchemar était peut-être en train de se terminer. Mais dehors, dans l'obscurité, des phares remontaient déjà la route de montagne vers la cabane. Rachel Benoît avait passé 7 ans à planifier son retour dans leur vie, et elle n'allait pas laisser les révélations d'une seule nuit détruire tout ce qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. La confrontation finale était encore devant eux, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. La sécurité d'Emma, la vie de Maria et l'avenir de David étaient en jeu alors que la femme qui avait déchiré leur famille se préparait à jouer un dernier coup désespéré pour obtenir la vie qui, selon elle, aurait dû être la sienne. Pensez-vous que l'instinct d'Emma était juste depuis le début ? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci.